en particulier l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui est présente en Bourgogne-Franche-Comté, et les conseils en propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle qui sont le maillon essentiel pour acquérir, pour maintenir, pour défendre un titre de propriété intellectuelle. Alors, on a la chance d'en avoir quelques-uns en région, et on a la chance aussi d'en avoir quelques-uns en ligne avec nous. Je rappelle ici que la CCI Bourgogne-Franche-Comté, avec la profession des conseillers en propriété industrielle, nous organisons des permanences gratuites qui vous permettent à chacun de rencontrer un conseiller en propriété industrielle d'une manière gratuite, encore une fois, sur un créneau horaire limité, c'est une demi-heure, et nous organisons ça alternativement à Besançon et à Dijon tous les mois. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir ou pour prendre ce type de rendez-vous. Pour en revenir effectivement à pour terminer, je veux dire, la présentation du cadre de cette intervention. Aujourd'hui, je réalise cette intervention dans le cadre d'un service particulier de la CCI, le service Enterprise Europe Network, qui est un réseau européen, diffus sur 60 pays, autour de 3000 experts et de 600 organisations. Alors vous comprendrez que la CCI de Bourgogne-Franche-Comté fait partie de ces 600 organisations. Ce réseau-là a, on va dire, différentes thématiques, différents objets. Le premier, c'est l'innovation, permettre effectivement de rendre les acteurs économiques plus innovants. Et vous comprendrez que le petit webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. La veille technologique est une donnée d'entrée importante d'un processus d'innovation. Le partenariat, avec des partenariats techniques et commerciaux en Europe, la recherche de partenariats techniques et commerciaux en Europe, un accompagnement juridique autour de la réglementation européenne. Je vous précise ici que si le marquage CE vous intéresse, mon collègue Jean-Michel Chauvin organise un autre webinaire la semaine prochaine sur cette thématique-là. N'hésitez pas à y participer. Et enfin, l'accès au financement européen, aux programmes européens de recherche et d'innovation. Donc voilà, maintenant, le cadre est posé. Je propose de passer effectivement à l'objet de notre webinaire aujourd'hui, avec le programme. Mon programme aujourd'hui s'articule en 4 points. Il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir qu'on tienne tout ça en 1 heure. C'est un petit challenge pour moi, mais on va y arriver. Je vais d'abord vous parler un peu d'un brevet, et puis savoir un peu lire un brevet. Je vais vous donner quelques éléments de lecture d'un brevet, des éléments qui sont importants lorsqu'on démarre une démarche de veille technologique. Je vais vous parler ensuite de 2 bases de données, des bases de données gratuites, EspaceNet pour l'une et la base INPI brevet pour l'autre. Je vous détaillerai ça tout à l'heure, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. 3e point concerne la classification des brevets. C'est là, véritablement, à travers ce point-là, que vous allez avoir une plus-value sur ces bases brevets et obtenir des résultats plus pertinents. Donc là, je vais m'y attacher aussi à vous présenter cela. Et 4e point, les bonnes pratiques. Alors là, je vais prendre quelques exemples et je vais les dérouler sur les bases de données gratuites que je vous ai citées tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour se constituer une petite veille techno, ou tout du moins réaliser une petite recherche brevet de la meilleure manière possible. Alors c'est vrai que j'ai choisi un format d'1 heure. Mon objectif n'est pas de vous transformer en spécialiste de la base brevet en 1 heure, ça ne va pas être possible. Mon objectif est plus modeste, quoique. En tout cas, il est que dans 1 heure, vous ayez envie d'aller voir vous-même dans ces bases de données ce que vous pouvez y trouver. Voilà, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit mode opératoire qui vous permettra, étape par étape, d'avancer et puis d'arriver à quelque chose de pertinent. Alors c'est sûr, je vais passer rapidement sur un certain nombre de choses, mais encore une fois, en 1 heure, c'est pas possible de tout balayer. Alors n'hésitez pas, en parallèle à ce webinaire, d'entrer en contact avec moi. Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez d'autres précisions ou si vous avez une question particulière. Avec le lien que je vous ai envoyé hier matin,
Vous avez toutes mes coordonnées, n'hésitez pas non plus à mobiliser l'INPI, n'hésitez pas à mobiliser les conseils en propriété industrielle. Ils sont là pour ça. Alors, on va entrer dans le premier point, savoir lire un brevet. Voilà, je vous en ai sélectionné un que je vous montre. Il s'agit d'un brevet. Alors, en haut à droite, vous avez son numéro de publication. Brevet européen, EP 3 187 402. Alors, sur cette présentation, et ce que je partage avec vous, vous avez en fait deux brevets, l'un à gauche, l'autre à droite. Mais en fait, c'est le même. C'est un premier élément d'explication que je vous donne. Vous avez à gauche le brevet tel que les cycles Lapierre, car tel est le demandeur de ce brevet, tel que les cycles Lapierre ont déposé ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, car il s'agit d'un brevet européen. Donc c'est dans cette version-là que l'Office européen des brevets l'a reçu. La version de droite est la version délivrée, c'est-à-dire la version telle qu'elle a été obtenue suite à la procédure de délivrance auprès de l'Office européen des brevets. Ceci m'amène la remarque suivante. Un brevet, la rédaction d'un brevet, est susceptible d'évoluer au cours de la procédure de délivrance. Donc faites bien attention à ça. Lorsque vous avez un brevet en main, cherchez à savoir s'il s'agit d'un brevet effectivement délivré, s'il s'agit d'un brevet tel qu'il a été déposé, et d'une manière plus générale, est-ce qu'il est encore en vigueur? Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails en vous partageant un autre document. Je vais arrêter le partage de celui-ci. Voilà. Et je vais vous partager le PDF justement de ce brevet européen. Le voici. Alors, on va attendre 2 secondes parce qu'il y a une certaine latence dans le partage. J'espère qu'il est bien arrivé chez vous. Ça y est, je crois qu'il est arrivé. Je vous propose effectivement une lecture du brevet tel qu'il a été déposé par les cycles Lapierre, en vous indiquant, on va dire, certains éléments de la première page. Vous avez en haut à droite un numéro de publication. Bon, c'est l'identification du brevet. Vous avez bien sûr ici le demandeur, c'est le déposant. Ce sont les cycles Lapierre à Dijon. Vous avez un inventeur, Hervé Laguesse. Vous avez un mandataire, Jevert, qui est le conseil en propriété industrielle qui a pris ce dossier en main. Pour le compte des cycles Lapierre, vous avez un certain nombre de cycles de pays. Ce sont les pays qui ont été désignés lors du dépôt. Voilà. Le cycle Lapierre avait une ambition assez large sur différents pays. Et là où je voulais en venir, c'est ici. Si on raconte l'histoire de cette protection, cycle Lapierre a commencé par déposer un brevet français le 31 décembre 2015. C'est ce qu'indique ce champ priorité. Le 27 décembre 2016, donc quasiment un an plus tard, mais pas tout à fait, vous verrez, c'est important, cycle Lapierre a déposé ce brevet au niveau européen. En l'occurrence, ils ont étendu le premier brevet qu'ils ont déposé en France au niveau européen. Ils ont un an pour ça, c'est ce qu'on appelle le droit de priorité. Alors, cycle Lapierre a attendu quasiment le dernier moment, mais ils sont dans le délai, donc tout va bien. Dernière date, celle qui figure tout en haut, la date de publication, le 5 juillet 2017. Et là, on en arrive à notre sujet. Si on peut faire une veille techno sur les brevets, c'est qu'ils sont publiés. Celui-ci a été publié le 5 juillet 2017. Je vous rappelle que le premier dépôt a eu lieu le 31 décembre 2015. Entre ces deux dates, il y a 18 mois. C'est le délai de publication d'un brevet. Lorsqu'on dépose un brevet, il est publié 18 mois plus tard. De fait, lorsque vous allez réaliser une veille technologique, les éléments les plus frais que vous allez trouver dans la base de données sont des éléments qui ont été déposés il y a 18 mois. Donc, il y a 18 mois, c'est-à-dire, on est fin 2018, début 2019. Donc, c'est des éléments qui ont été déposés à ce moment-là, qui sont publiés aujourd'hui. Simple petit rappel, outre cette première page, vous avez un résumé, un titre, système d'étrier de frein à disque pour bicyclette ou similaire, et vous avez une description plus ou moins longue, agrémentée d'un certain nombre de planches de dessin plus ou moins nombreuses, si les dessins veuillent bien s'afficher, mais je crois que les dessins ont un problème d'affichage. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important, mais en tout cas, vous avez des dessins dans les brevets,
et une partie revendication, là, ici, à la fin de la description, partie revendication où le déposant, pardon, indique clairement ce qu'il souhaite comme portée à son brevet. C'est les revendications qui vont déterminer la portée d'un brevet. Ceci n'est pas l'objet, effectivement, de mon intervention aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin sur ce sujet-là. Sachez simplement et retenez simplement ce délai de publication de 18 mois qui existe entre une date de dépôt et une date de publication, et donc l'apparition de ce brevet-là dans les bases de données. Alors, je vais reprendre ma présentation de tout à l'heure pour effectivement passer au point 2. Voilà, nous revoilà ici. Donc cette fois, j'avance dans ma présentation et je vais vous parler des bases de données gratuites. Et je vais vous parler de deux bases de données gratuites. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ces deux-là, il y en a d'autres. Il y a Google Patent, par exemple, qui existe. Donc, effectivement, il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, je vais vous parler de la base INPI, base brevet, et de la base ESPACENet. Quelques caractéristiques de ces deux bases-là, avant d'aller voir à quoi ça ressemble. La base INPI contient tous les documents qui sont susceptibles d'avoir une existence en France, ou du moins une valeur en France. Donc, ce sont bien sûr les brevets français, les brevets européens, les brevets internationaux et les certificats complémentaires de protection. Alors, je referme tout de suite, effectivement, le sujet des CCP, car on est dans le domaine du médicament. C'est un domaine très spécifique. C'est une base de données qui est en français. L'INPI étant l'Office français de propriété intellectuelle, la base est en français. Ça peut être un avantage, vous verrez tout à l'heure dans la méthodologie. C'est peut-être plus facile de démarrer sur cette base-là avant d'aller ailleurs pour avoir des choses plus complètes. Mais cette base-là, effectivement, contient peu de documents, mais a un certain nombre d'entrées qui sont spécifiques et à haute valeur ajoutée. Vous avez accès au registre national des brevets, on sait si tel ou tel brevet a été cédé à quelqu'un d'autre, on sait si une licence a été signée. Donc on a accès à ces informations-là et on a accès au statut juridique légal des titres. On sait si tel et tel brevet est aujourd'hui encore en vigueur en France. Donc ce sont des données qui sont implémentées dans cette base de données-là. Vous avez la base ESPACENet. Cette fois, vous avez une collection mondiale. Il n'y a plus de restrictions. Vous avez tous les pays du monde. Vous avez 120 millions de documents. On part de là. Bien sûr, de par, effectivement, le côté international de cette base, l'anglais est à privilégier. Même si, lorsque vous allez naviguer dans cette base-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi du français, il y a aussi de l'allemand, il y a aussi plein d'autres langues dans cette base. Ceci étant, pour être le plus pertinent, l'anglais sera à privilégier. Petite démonstration, cette fois je bascule sur un explorateur Internet. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà à quoi ressemble la base INPI. Alors j'attends 2 secondes que la bascule se fasse pour tout le monde. La base INPI est, on va dire, présente sous 2 formats. Je vous montre le format de recherche avancée d'abord. J'aurais pu commencer par le format recherche simple d'abord, mais peu importe. En format recherche avancée, vous avez en haut effectivement les collections de documents dont je vous ai parlé, français, européens, internationaux et CCP, et un certain nombre de champs dans lesquels vous allez pouvoir chercher. Des mots-clés, des numéros de publication, des classifications, CIB, CPC, ce sont les classifications, je vous en parlerai immédiatement après. Vous pouvez chercher un demandeur, un inventeur, vous pouvez limiter votre recherche à un certain nombre de dates. Si ici, je vais rechercher mon brevet Lapierre de tout à l'heure, donc c'est le 318 74 02. Voilà à quoi ça peut ressembler sur le site de l'INPI. Vous retrouvez peu ou prou les données de la première page de ce brevet avec un dessin sans résumé.
le demandeur, le titulaire, l'inventeur, tout ça. Et puis quand vous allez tout en bas, voilà, vous avez le statut en France. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Vous pouvez, à travers cette base-là, savoir si ce brevet est encore en vigueur aujourd'hui en France. Et en regardant les informations qui sont ici, je peux vous dire qu'il est encore en vigueur en France. Hein. Il y a un petit paiement effectué, hein, le cycle Lapierre, un paiement qui est en date du 31/12/2019, qui a priori n'est toujours pas fait, mais bon, il y a eu certaines prolongations de délai qui ont été accordées à cause de la période de coronavirus, donc nul doute que cycle Lapierre est sur l'affaire. Mais enfin, en tout cas, on n'a aucune information de déchéance, donc ce brevet Lapierre, tel que nous l'avons là, est en vigueur en France aujourd'hui. De la même manière, je retourne dans le module recherche avancée. Si on fait une petite recherche toute simple, bicyclette, tiens. Si on fait une recherche toute simple bicyclette, on obtient une liste de résultats, et là, il met 0 résultat. Alors ça, c'est pas sympa. Je pense qu'il n'a pas aimé les majuscules que j'ai utilisées. Je pense que là, ça va aller mieux. Voilà, on retrouve 10 900 résultats. On peut consulter les 500 premiers. Et voilà, vous avez cela sous un format liste. Voilà pour la base INPI. Pour la base ESPASnet, cette petite présentation aussi, la voilà. Elle a évolué il n'y a pas longtemps. Avant, elle était une base relativement archaïque. Elle est devenue un petit peu plus interactive, voilà, un peu plus sympa à utiliser. Vous avez un premier niveau qui est une recherche simple, où vous n'avez simplement qu'un seul champ de recherche en haut. Et vous avez un petit onglet recherche avancée. Si je l'active, sur la colonne de gauche, apparaît. Alors peu ou prou les mêmes champs que je vous ai montrés tout à l'heure sur la base INPI, il n'y a pas de secret là-dessus. En premier, on peut chercher par mot dans le titre. On peut chercher par numéro de publication, si on descend un peu. On peut chercher par date, par demandeur, par inventeur. Et les classements sont tout en bas. Une fois ces classements-là, je vais y revenir. Et là, pareil, hein, si je fais un petit peu la même recherche que tout à l'heure, hein, si je recherche en numéro de publication, hein, mon petit brevet Lapierre, 318. Tiens, les mêmes informations, mais sous un autre format. Voilà. Donc toujours le résumé et les éléments administratifs, et à côté les dessins. Je réinitialise ma recherche. Je cherche, allez, allons-y dans le champ du duo. Mon bicyclette, peut-être que non, ça cette fois c'est passé, les majuscules. Voilà, 22 000 résultats. Je vous illustre ça par rapport aux 10 900 qu'on avait tout à l'heure. On passe de 10 900 à 22 400. Bon, voilà, c'est simplement pour vous illustrer le contenu de cette base ESPASnet qui est plus large. Je continue dans les fonctionnalités d'ESPASnet parce qu'après les fonctionnalités sont un petit peu plus avancées que sur la base INPI. La colonne de gauche ici concerne ma recherche avancée. Si je clique sur ce bouton-là, je la masque, j'ai mes résultats et je peux filtrer mes résultats à l'aide de ce bouton-là. Et là, je vais filtrer les résultats. Je vais vous montrer un exemple. C'est 22 000 résultats. Je vais filtrer ça par date de publication, parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire une veille technologique. Et alors, les brevets qui datent de 1891, là, parce que c'est par là qu'ils commencent, m'intéressent moins hein, que ceux qui sont plus récents. Vous avez ici une petite illustration par un graphique, vous montrant, hein, la ligne rouge vous montre le nombre de brevets qui a été déposé année après année entre 1894 et 2020. La courbe noire étant le cumulatif au cours des années. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le mois de juin. On est début juillet, alors on va faire le mois de juin. 2020 06 01. Je vais être entre le 1 et le 30. Ce filtre, et on passe de 22 400 à, on va voir combien, je ne me rappelle plus du chiffre, à 32. Voilà. 32 résultats avec le terme bicyclette au mois de juin.
Je peux masquer le module filtre. Je peux ensuite trier par pertinence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trier par date de publication pour avoir le plus récent tout en haut. J'ai mes 32 résultats. Je clique sur le premier. Il va me le charger. Voilà. C'est un brevet de Renault sur un dispositif et procédé de contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile. C'est le premier de mes 32. C'est celui qui a été publié le plus récemment. Et il a été publié le 25 juin 2020. Donc c'est assez récent. Voilà un petit peu les fonctionnalités d'EspaceNet. Alors on va revenir sur ces deux bases-là tout à l'heure pour effectivement vous faire quelques petites démonstrations de recherche. Avant cela, il faut que je termine ma présentation en vous parlant de la classification internationale des brevets. Alors cette classification, je vous préviens tout de suite, elle n'est pas forcément très sexy. Hein, c'est pas le truc le plus passionnant dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, la classification des brevets. La CIB, Classification internationale des brevets, cette classification-là permet de mettre dans des tiroirs l'ensemble des techniques et des technologies qui existent aujourd'hui. Alors le premier niveau de tri, hein, c'est 8 tiroirs de A à H, de A en commençant par les nécessités de la vie courante, ensuite les techniques industrielles, ensuite la chimie, puis le textile, et ainsi de suite, jusqu'à l'électricité. À l'intérieur de ces grands thèmes, eh ben, on va redécouper encore, et redécouper encore, et redécouper encore. Je vous illustrerai ça sur la diapo suivante. Existe donc cette classification internationale des brevets, et existe une seconde classification, la Cooperative Patent Classification, la CPC, la classification coopérative. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une autre, ou du moins pas complètement une autre, parce que cette classification-là vient compléter la classification internationale des brevets. Cette seconde classification est plus précise, elle va plus dans le détail, et vous verrez à l'usage que si vous arrivez effectivement à rentrer dans cette classification avec plus de détails, vous allez être encore plus pertinent. Voilà un exemple de subdivision. On commence par la section H, électricité. Ensuite, H01 sont les éléments électriques fondamentaux. Ensuite, H01F, les aimants. Ensuite, les aimants à corps magnétique. Ensuite, en matériaux inorganiques. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, on rentre dans un niveau de précision supplémentaire. Lorsqu'on fait des recherches, l'idéal, c'est d'être le plus à gauche possible, bien évidemment. Parce que vous allez être plus précis. Parce que vous avez ciblé de meilleure manière la technologie que vous recherchez. Les petits points que vous voyez indiquent ce que j'appelle le niveau de profondeur dans la classification. À 2 points, on est un cran plus loin qu'un point, et ainsi de suite. Ces petits points symbolisent effectivement à quel niveau on est dans cette classification. Je vous fais une autre petite démonstration sur le site internet dédié à cette classification. Je retourne sur mon explorateur, qui doit être là. Voilà. Et j'ouvre l'onglet correspondant à la classification internationale des brevets. Vous aurez le lien sur la présentation, bien sûr. Alors, j'attends qu'il arrive et qu'il soit partagé par tout le monde. Mais enfin, en tous les cas, sur la première page, vous retrouvez les 8 grosses sections dont je vous ai parlé. Petit intérêt non négligeable hein, sur ce site internet dédié à cette classification. Vous avez une version française, une version anglaise et une version bilingue. Et là, en termes de démo, si j'ouvre par exemple la section technique industrielle transport avec le petit plus qui est là, lorsque je passe l'introduction, vous voyez qu'il y a un certain nombre de subdivisions qui viennent de s'ouvrir. B01, B02, B03, B04, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je retiens la B24, par exemple, hein, relative au meulage, au polissage. Si j'ouvre cette section-là, il y en a 3 autres qui viennent de s'ouvrir. La B24B, la B24C et la B24D.
Si j'ouvre la B24D, outil pour meuler, polir ou affiler, pardon, eh bien, il y a encore des sections qui viennent de s'ouvrir. La 300, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13, la 15, la 18 et la 99. Et si j'ouvre la section 5, par exemple, eh bien, encore une fois, j'ai un niveau de détail supplémentaire. Et cette fois, on en arrive à la fin. On arrive au bout de la classification pour cette section-là, où vous avez les derniers détails de classification possibles dans cette classification internationale. La B24D 504 concerne les meules agglomérées, section de dessus, faites en une pièce, munies d'armatures de renforcement. Si c'est bien ça que vous recherchez, c'est ici qu'il faut aller chercher. Gros intérêt aussi de ce site internet dédié à la classification internationale. Vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez un petit CPC qui est là. C'est l'autre classification, c'est la classification coopérative. Et si je clique pour l'afficher, elle va, si je retourne au même endroit où j'étais, hein, évidemment, donc je retourne en B24, je retourne en B24D et je retourne dans ma section 5. Voilà. On a sur cette partie-là, vous les voyez surlignés en orange, certains éléments de classification supplémentaires. La classification coopérative vient apporter des classifications supplémentaires, vient apporter des précisions supplémentaires, et vous les voyez noir sur blanc sur ce site internet dédié à cette classification. Alors, sur ce qui est classification, bien sûr, vous avez accès à ces éléments-là depuis les bases de données. Je reprends toujours sur, par exemple, le site INPI, mon brevet Lapierre, qui me sert d'exemple depuis le début. 318. Je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais effectivement, à cet endroit-là, ici et là, je le surligne, vous avez la classification internationale retenue pour ce brevet-là et la classification CPC retenue pour ce brevet-là. Alors ici, c'est relativement simple, c'est la même. Voilà, hein, il n'y a pas de différence entre la CIB et la CPC. Ils sont classés au même endroit. Et lorsqu'on clique dessus, vous avez normalement, alors je vous fais la démo pour vous le montrer, mais vous avez normalement un lien vers le site dédié à la classification internationale, mais manifestement, le site de l'INPI a un petit souci de ce côté-là. Peu importe. Je vais copier cette classification-là et je vais la taper ici, sur le site dédié à la classification. Et là, il va me dire, voilà, on est ici. On est sur des cadres de vélo, cadre de cycle, partie du cadre profilé pour recevoir d'autres parties ou accessoires de cycle, pour la fixation des organes de frein. Et on a vu tout à l'heure, effectivement, que ce brevet-là a trait, effectivement, à la fixation des organes de frein. Donc, il a été classé là. Et si on veut faire une veille technologique de tout ce qui concerne la fixation des organes de frein, c'est bien cette classification qu'il va falloir utiliser. Je reviens sur le site INPI, bien sûr, les choses ne sont pas toujours aussi simples, vous l'imaginez bien. Si je prends un autre brevet, je vais aussi prendre un brevet européen, hop, je vais me mettre là, et je vais taper effectivement une autre référence. 3, 6, 6, 35, 80. Là, les choses se présentent un peu différemment dans le sens où, bon, on est toujours sur un élément de freinage hydraulique pour bicyclette, mais vous voyez que la classification internationale, elle est unique, B62L302, mais concernant la classification CPC, cette fois, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 classifications différentes. Ce qui m'amène à vous indiquer qu'un même texte peut bien évidemment être classé dans différentes classes.
différentes classes dans la classification CIB ou CPC. Les choses ne sont effectivement pas toujours simples avec une seule classe, évidemment. Maintenant que je vous ai parlé des bases de données, maintenant que je vous ai parlé de la classification internationale, je vais passer effectivement à la suite, en revenant effectivement tout d'abord à ma présentation. Je reviens ici, je vous repartage ceci, et je vais vous proposer une méthodologie. Voilà. Une méthodologie, j'ai utilisé à élaborer une stratégie de recherche. Alors j'attends un petit peu que le document vous arrive, parce que de notre côté, il n'est pas encore arrivé, ça y est, le voilà. Ce que je vous propose en étape 1, c'est d'identifier un ou plusieurs brevets pertinents avec des mots-clés. Voilà. On va utiliser dans un premier temps des mots-clés. L'objectif n'est pas d'être exhaustif. On ne peut pas avec des mots-clés, j'y reviendrai. L'objectif est de trouver un ou plusieurs brevets qui voilà, entrent dans le champ de ce que je cherche. Et ce, sur la base INPI, si on aime bien travailler en franco-français, hein, ou directement sur la base EspaceNet, si on souhaite aller plus loin immédiatement. Étape 1, on essaye d'en trouver un ou deux. Étape 2, on va regarder, c'est un brevet qu'on a trouvé, c'est un ou deux brevets qu'on a retrouvés, et on va explorer les classes dans lesquelles ces brevets ont été classés. Si le brevet m'intéresse, il est fort probable que les classes dans lesquelles il est classé vont m'intéresser aussi. Je consulte toutes ces classes, je les note, je note celles qui sont pertinentes pour moi, et je passe à l'étape 3, mais cette fois sur EspaceNet, et je vais utiliser ces classes dans le module recherche avancée, en excluant le plus possible, et en excluant totalement, si c'est possible, l'utilisation de mots-clés. Alors les mots-clés, hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais ça a deux gros désavantages, si vous voulez, deux gros problèmes pour faire une recherche exhaustive. Le premier problème, c'est la langue. Alors, vous utilisez un mot-clé en français ou en anglais, bah, pourquoi vous ne l'utiliseriez pas en italien, en espagnol ou en allemand, hein, voilà. Premier souci, effectivement, concernant cette exhaustivité. Et puis deuxième souci, les synonymes. Vous utilisez un mot-clé, mais peut-être qu'un dépôt, lors d'un dépôt, en tout cas, le déposant a utilisé un synonyme de ce mot-là, ou un autre mot, en tout cas, pour désigner la pièce, et de fait, vous allez l'oublier. Donc voilà, les mots-clés, c'est quelque chose qui va vous permettre d'identifier un ou deux brevets intéressants, mais après, si vous pouvez vous en passer de ces mots-clés, c'est plutôt sympa pour atteindre une certaine exhaustivité. Donc voilà la méthodologie, elle est relativement simple. Cette méthodologie, je vais la dérouler sur un certain nombre d'exemples pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur la base INPI et ensuite sur la base EspaceNet. Hein, donc j'arrête le partage de ce document et puis je reviens sur mon navigateur Internet. Voilà. Voilà, donc me revoilà sur le site de l'INPI, c'est la première étape. Dans le premier exemple, je vais vous proposer de rechercher les brevets qui ont été déposés autour des échelles télescopiques, par exemple. Et là, je vais vous montrer un petit artifice de recherche. Échelle télescopique, je vais le mettre entre guillemets. Je mets un mot entre guillemets. Ça me permettra de rechercher dans cette base-là le terme exact, et non pas échelle d'un côté et télescopique de l'autre. Voilà, j'obtiens 68 résultats. Alors, je jette un œil à ces 68 résultats, et voilà, je me rends compte que voilà, le quatrième résultat, qui s'intitule Ensemble échelle télescopique, m'a l'air pas mal. Je clique dessus, j'ouvre ce brevet. Je consulte un peu l'abrégé. Il se rapporte un ensemble d'échelles télescopiques extensibles et repliables comportant une section d'échelle supérieure, une section d'échelle inférieure. Ça m'a l'air pas mal du tout par rapport à mon objet de recherche. Et je regarde où est-ce qu'il est classé.
il est classé en E06C112. Alors encore une fois, les liens du site INPI ne marchent pas. Alors je fais un petit CTRL-C et CTRL-V pour vous montrer sur le site dédié à la classification E06C112. Elle est ici. Elle concerne les échelles en général, à plusieurs montants rigides, prenant appui contre des objets, à plusieurs éléments, extensibles par exemple télescopiques. Donc c'est exactement ce que je cherche, cette E06C112. Et vous voyez que j'ai laissé cocher ici la petite case concernant la classification coopérative. La classification coopérative me propose même un niveau supérieur de détail. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la classification coopérative est en anglais exclusivement. With tubular longitudinal members nested within each other. Voilà, on a un niveau de précision supplémentaire. Alors, si ce niveau de précision supplémentaire ne m'intéresse pas, je vais en rester à E06C112 et sur la base EspaceNet cette fois, maintenant que j'ai mes classifications, donc j'enlève le filtre que j'ai fait tout à l'heure, je retourne dans ma recherche avancée, que je réinitialise parce que j'étais resté tout à l'heure sur la recherche bicyclette, et cette fois je vais tout en bas. Classification CIB. Et je la mets. 06C112. Et je lance la recherche. J'ai 1864 résultats. Et dans ces résultats, je suis sûr que ce sont tous des brevets qui traitent d'échelle télescopique. Je n'ai utilisé aucun mot-clé. Je suis sûr de l'exhaustivité de cette recherche-là. Alors, exhaustivité, je vais peut-être un peu loin. Peut-être qu'un office brevet s'est trompé, oui, susceptible de se tromper dans un classement. Bon, c'est relativement rare, mais enfin, en tous les cas, c'est le mieux que vous puissiez faire. Je passe au module filtre, à partir de ces 1864 résultats, module filtre. Je vais pouvoir filtrer ces résultats, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Je vais m'attacher au mois de juin 2020. Donc je me mets entre le 1er juin et le juin 2020. J'applique le filtre. On attend le résultat. J'obtiens 18 résultats que je vais classer par date de publication pour avoir le plus récent tout en haut. Et nous voici avec nos 18 résultats classés. Le filtre, je peux le masquer. J'ouvre le premier, il s'agit d'un brevet chinois. Et j'ai mes 18 résultats que je peux consulter. Alors, il y a beaucoup de Chinois. Voilà. Il y a beaucoup de Chinois. Il y a, à partir de là, et une fois que la recherche est faite, une fois que vous avez ces 18 résultats, vous voyez, vous avez 18 résultats sur un mois. Si tous les mois, vous prenez 5 minutes pour aller regarder le mois précédent, vous pouvez vous faire une petite veille techno sympathique et qui ne prend pas énormément de temps. Qui ne prend pas énormément de temps parce qu'il y a une petite cerise sur le gâteau concernant cette base EspaceNet qui se situe ici, les 3 petits points qui sont là et qui donnent accès à des menus complémentaires. La cerise sur le gâteau, c'est le téléchargement. On peut exporter les 18 résultats qu'on a trouvés dans un format, comme on connaît mieux, un format Excel par exemple. Donc si je fais ça et que je les télécharge, mes 18 résultats, je vais attendre que ça se fasse, voilà. Il va m'ouvrir un document Excel que je vais tâcher de partager avec vous dès que ce sera fait, dans lequel vous allez retrouver vos 18 brevets les 18 brevets qui vous intéressent pour le mois de juin. Alors voilà, je coupe ce partage-là pour vous repartager ce... voilà, le voilà. Alors pareil, lorsqu'on change de... Voilà,
Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Alors, je le repartage. C'était peut-être une erreur de manipulation de ma part. Et voilà, vous obtenez un fichier Excel dans lequel vous avez 18 lignes. Ce sont les 18 brevets que vous avez identifiés. Et vous avez des colonnes avec les titres, les inventeurs, les demandeurs, les numéros de publication, les classifications aussi, CIB, CPC, vous avez tout ça. Et vous pouvez archiver ça quelque part chez vous, dans un dossier qui s'intitulerait Veille technologique brevet, par exemple. Ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de cet outil. Hein, ça permet d'exporter un certain nombre de données dans un format plus sympathique et que l'on peut archiver. Je reviens sur mon explorateur et je vous propose, on va aller à un second exemple, on va dérouler ça une seconde fois. Sur un autre exemple, je recherche quelque chose, ou du moins les brevets qui ont été déposés dans le domaine des bracelets de montre interchangeables. Alors allons-y, sans aucune autre formalité, je tape bracelet de montre interchangeable sur le site Wikipedia. Et je lance la recherche. Je trouve 46 résultats. Je commence à effectivement consulter mes résultats, puis on voit, on va dire relativement rapidement, qu'il y a un petit duel au niveau de la classification, hein, qui est dans cette colonne-là. On voit rapidement qu'il y a deux classifications qui se battent. Là, il y a la A44C 514 et la G04B 3714. Et le cinquième enregistrement a l'air intéressant. Montre et bijoux à bracelet interchangeable. Je vais l'ouvrir, hein, déposé par le groupe Swatch. Il m'a l'air intéressant, donc je l'ouvre en grand. Et je vois effectivement qu'il est classé dans ces deux classes-là. Eh bien, allons voir. Allons voir la première. Allons voir de quoi parle cette première classification. A44C 514. On est ici. Caractérisés par leur mode de fixation à une montre ou similaire. Et A44C, on est dans les bracelets. Donc voilà, on est côté bracelet, dans une classe qui se caractérise par le mode de fixation du bracelet sur la montre. Donc ça, c'est plutôt pertinent comme classification. Donc celle-là, je la retiens. La seconde, je vais la chercher, la G04B 3714. Je retourne sur le site dédié à la classification. Je vais regarder de quoi il retourne de cette G04B 3714. Elle est là. Dispositif de suspension, support ou piédestaux pour appareil évaluer le temps. Donc on est, vous voyez, un petit peu plus haut dans le domaine des boîtiers de montres cette fois. Donc, tout à l'heure, on avait une classification qui était côté bracelet. Et là, on a une classification qui est côté boîtier sur les dispositifs permettant de suspendre ce boîtier, les piédestaux pour ces boîtiers. Moi, j'estime que les deux classifications sont bonnes. Il y en a une qui est côté boîtier et l'autre qui est côté bracelet. Je retiens les deux. Je passe sur la base de données EspaceNet. J'enlève tous mes filtres et je réinitialise ma recherche avancée. Et de la même manière, je retourne tout en bas. Et cette fois, je vais utiliser un opérateur booléen qui est l'opérateur OU, parce que moi, je veux les deux. Les deux m'ont l'air intéressantes. Donc voilà. Donc 5,14. Voilà, j'ai A44C 5,14. Et je vais mettre un OU. Et je vais mettre l'autre. G 04B 37 14. Voilà. Je lance la recherche. Ce sera l'un ou l'autre en classification internationale. J'obtiens 8000 résultats. Pareil, je vais filtrer ces résultats parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le mois de juin et pas les 8000 résultats. Voilà, en date de publication. Donc je suis 01
pour le 1er juin, et 20, 06. Pour le dernier jour de juin, j'applique ce filtre, il va me rester, suspense, il va me rester 62 résultats pour le mois de juin. Je masque le filtre et je peux consulter. Je masque le filtre, je classe par date de publication pour avoir la plus récente tout en haut. Je peux faire un export à ce moment-là, si je le souhaite, un export Excel, je peux. Et si je préfère utiliser l'interface EspaceNet pour consulter tout ça, voilà, je peux utiliser cette interface-là pour naviguer dans le brevet. Donc le premier, là, c'est un brevet déposé par Richemont. C'est un brevet qui a été publié le 24 juin 2020, donc c'est le plus récent, a été publié le 24 juin 2020. Voilà un petit peu pour deux exemples de recherche, deux illustrations de ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Je vais revenir à ma présentation qui est là, voilà. Qui est là, pour en revenir effectivement à la méthodologie. Je viens effectivement de la dérouler deux fois. Étape 1, avec des mots-clés tels que vous l'imaginez, tels que vous le décrivez, vous allez taper ces mots-clés dans ces bases de données, vous allez essayer de trouver un ou deux brevets pertinents qui vous intéressent. Et avec ces brevets que vous avez imaginés, vous allez consulter les classes qui sont adossées à ces brevets-là, les retenir, les écrire d'un côté, et ensuite interroger la base EspaceNet avec ces classes. L'objectif est bien évidemment de supprimer l'intégralité, au possible, des mots-clés. Je terminerai rapidement cette petite présentation de ce matin avec un dernier slide sur quelques bonnes pratiques. Se donner le temps de bien analyser la classification. Alors oui, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, la classification internationale des brevets, c'est pas très sexy. Quand on est dedans, c'est pas très passionnant. Il y a des fois, on a du mal à trouver ces petits. Il y a certaines technos qui sont très mal classées. Oui, c'est vrai, voilà, des fois, ça se passe pas aussi bien. Mais le temps que vous allez passer sur cette classification, ce sera du temps gagné en pertinence ensuite dans vos recherches. Bien sûr, donnez la priorité à cette classification. C'est la donnée d'entrée essentielle que vous devez utiliser. Limitez l'utilisation de mots. Limitez au maximum l'utilisation de mots. Si je reprends l'exemple, ou le dernier exemple que j'ai déroulé sur les bracelets de montre, vous avez vu que j'ai retenu deux classifications internationales, la A44C514 et la G04B3714. Ces deux classifications-là traitaient d'un côté le bracelet, de l'autre côté le boîtier, le fait d'y accrocher quelque chose. La caractéristique d'interchangeabilité qui m'intéressait au départ n'apparaît pas dans ces classifications. Donc là, cela supposerait qu'on y passe un peu plus de temps dans cette classification pour voir s'il n'y a pas quelque part, peut-être dans la classification coopérative, un endroit où l'interchangeabilité est évoquée. Et si tel n'est pas le cas, on sera un petit peu obligé d'utiliser le mot et croiser les classes qu'on a retenues tout à l'heure avec le mot en question, peut-être dans différentes langues, mais enfin tout du moins en anglais. Donc limitez au maximum l'utilisation de mots. Bien sûr, n'oubliez pas vos concurrents. Là, le déroulé que je vous ai fait concerne effectivement l'élaboration d'une petite veille technologique sur un sujet technique particulier. Mais bien sûr, ces bases-là, vous pouvez les interroger, vous l'avez vu tout à l'heure, par le champ demandeur. Allez regarder ce que déposent vos concurrents. Allez regarder de temps en temps à une fréquence que vous aurez déterminée par vous-même, mais allez voir, si vous avez des concurrents actifs qui vous gênent un peu, allez voir de temps en temps ce qu'ils déposent. Ce sont des informations publiques. Des informations publiques qui apparaissent 18 mois après le dépôt, soit, mais des informations publiques quand même. Donc n'oubliez pas d'aller regarder ce que vos concurrents déposent comme brevet. Et enfin, dernière bonne pratique, mais là, c'est une bonne pratique assez évidente dans ce domaine de la propriété intellectuelle, c'est être régulier.
Voilà. Essayez, si vous souhaitez vous lancer, essayez d'y aller tous les mois. Essayez d'élaborer une stratégie et puis de la dérouler tous les mois pour regarder ce que ça donne. Et vous nourrir effectivement de ce que vous allez pouvoir y trouver. Donc la régularité est importante. Voilà un petit peu, j'en ai fini de ma présentation. Alors je vais arrêter mon partage et puis regarder si vous avez des questions concernant ma présentation. J'en remarque... alors, il y en a une qui me vient en parallèle. Est-ce que c'est toujours aussi simple de trouver la bonne classification qui va bien? Non, ce n'est pas toujours aussi simple. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas toujours aussi simple. Moi, je vous ai montré des exemples, soyons clairs, qui vont bien. Hein, je n'allais pas vous montrer des exemples qui posent problème là, dans un premier temps. Hein. Donc, ça ne va pas toujours bien. La classification ne va pas forcément répondre exactement à vos attentes précises. Vous allez peut-être devoir rester dans des classes relativement génériques, et de fait, vous allez trouver beaucoup de brevets, où vous n'allez peut-être pas trouver exactement votre bonheur, ni dans la classification internationale des brevets, ni dans la classification coopérative. Donc non, ce n'est pas toujours aussi simple, ça demande un petit effort, ça demande d'y passer un petit peu de temps. Au final, ça demande peut-être aussi de me faire un petit mail, parce que je suis aussi là pour vous accompagner dans cette démarche-là. Alors, une petite question concernant Google Patent. Alors, que pensez-vous de Google Patent? Alors, Google Patent est un outil, alors je vais être tout à fait clair avec vous, que je n'utilise pas. Alors, avoir un avis sur Google Patent alors que je n'utilise pas cet outil-là, c'est peut-être un peu fort de café. Maintenant, je vais quand même vous expliquer, dans ma méthodologie, lorsque l'étape 1 est de trouver au moins 1 ou 2 brevets intéressants, pourquoi ne pas utiliser Google Patent pour ça? Bien sûr, hein, Google Patent est un outil qui est performant, qui utilise d'autres mécanismes et d'autres algorithmes de recherche. Pourquoi effectivement ne pas l'utiliser dans cette étape 1? Par contre, j'insiste ensuite, pour ce qui est de l'étape 3 en particulier, hein, c'est bien d'utiliser un outil qui permet une recherche par classification, parce que c'est comme ça que vous allez être le plus pertinent. Donc Google Patent, pourquoi pas, pour trouver un ou autre brevet intéressant, peut-être moins pour l'étape 3. Une autre petite remarque donc, de Philippe Lautré, il existe un flux RSS sur EspaceNet, ancienne version, alors je vais afficher, voilà, qui devrait, dans le futur proche, être ajouté à la nouvelle interface. Alors c'est vrai qu'il y avait un flux RSS sur l'ancienne version, aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il est implémenté sur l'outil actuel. C'est vrai, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, EspaceNet a changé récemment, a changé de version pour devenir un petit peu plus fluent, entre guillemets. Et aujourd'hui, le flux RSS n'est pas implanté. Donc, il le sera probablement dans le futur. Ça peut être un élément intéressant pour obtenir une certaine récurrence, la récurrence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Philippe Lautré indique aussi qu'il existe aussi l'outil data.inpi.fr. C'est un autre outil. Alors encore une fois, en une heure, il est très difficile de balayer tous les outils, mais enfin effectivement l'information est tout à fait intéressante. Il existe aussi cet autre outil dans lequel vous allez trouver, on va dire, des informations tout aussi intéressantes. Je suis en train de balayer mes questions, mais je crois qu'on en est arrivé au bout. Il me reste à vous remercier tous de votre écoute, vous remercier de votre participation. Je vous enverrai la petite présentation que j'ai faite et que je vous ai balayée aujourd'hui. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour toute question particulière ou toute question peut-être plus précise que vous auriez à poser. Alors, il y a une petite question qui arrive en tout dernier, il est 10h58, je vais y répondre. En quoi consiste la liberté d'exploitation? Peut-on l'analyser nous-mêmes? Alors, la liberté d'exploitation consiste à déterminer s'il existe, à l'heure où on parle, un brevet en vigueur
sur le territoire visé par l'exploitation du produit que l'on souhaite mettre sur le marché. Voilà. C'est ça l'idée. Alors la liberté d'exploitation suppose que l'on fasse effectivement, que l'on déroule effectivement une recherche telle qu'on a pu la faire aujourd'hui, et à partir des résultats, faire une seconde vérification par rapport à tous les éléments qui figurent dans la liste, vérifier que les éléments qui figurent dans cette liste-là sont bien en vigueur sur les territoires qui nous intéressent, ça nous permet d'éliminer tous ceux qui ne sont pas en vigueur, donc ne retenir que ceux qui sont effectivement en vigueur sur le territoire qui nous intéresse, et enfin, une troisième étape, cette fois, il s'agit de consulter véritablement les brevets dans leur version délivrée, consulter le jeu de revendication de tous ces brevets-là et de vérifier que le produit que vous avez sous la main ne rentre pas dans l'un ou l'autre de ces brevets. Donc c'est une autre façon de faire, une autre méthodologie. Cette autre méthodologie commence bien parce que je vous ai présenté aujourd'hui, il s'agit bien d'aller rechercher sur une technologie particulière, oui. Ensuite, ce n'est pas seulement de l'information, il va falloir exploiter cette information d'abord en vérifiant le statut juridique de tous les brevets que vous avez pu identifier. Et troisième étape, vérifier la portée respective de chacun de ces brevets pour vérifier que votre produit ne rentre pas dans le champ couvert par l'un de ces textes. Donc au début, on va commencer bien comme on a fait aujourd'hui, mais il y a d'autres étapes ensuite. Voilà en quoi consiste une recherche ou une vérification de liberté d'exploitation. Il est 11 h, je vous propose effectivement d'arrêter là. Je vous remercie encore de votre participation. N'hésitez pas effectivement encore une fois à me consulter si vous avez une question en parallèle à ce webinaire. Et je vous informerai dès que j'organiserai une autre session sur un autre sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de matinée et un bon appétit. À très bientôt.